Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un livre, une voix dédié aux auteurs et aux autrices émergents. Souvenez-vous, il y a un an, nous avions reçu Marie Yonikov pour son tout premier roman, L'Insane, un thriller psychologique haletant et dérangeant. Elle y posait les bases d'une trilogie, Le cycle des ombres. Aujourd'hui, elle nous revient avec Obsession Azanov, un polar d'enquête dans lequel on retrouve Hugo Scarales, cette fois détaché auprès d'Interpol. Nouvelle intrigue, nouvelle dynamique du roman. Bonjour Marie. Bonjour Nelly, Je suis vraiment ravie de te retrouver. je suis ravie également, merci pour cette invitation. Alors, Linsane parlait d'apparence, de maladie mentale, de perversion narcissique au féminin. Que nous dirais-tu à propos d'Obsession Azanov? Alors, l'obsession Azanov parle de géopolitique et de Mhm, criminalité internationale, mais pas seulement. C'est aussi un roman qui questionne le prix à payer pour mhm. servir la justice et l'équilibre fragile entre vie privée et devoir professionnel. Ah, ok. Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, bien sûr. Donc, à la fin de la scène, Hugo Scalares découvre des choses qui le poussent à penser qu'il y a beaucoup plus derrière cette affaire d'accident. Mhm, Et il se met alors au service d'Interpol pour une mission de 3 ans. ok. Lorsque commence l'obsession Azanov, au début du roman, Ouais. on est à la fin de cette mission. Et Hugo traque un oligarque insaisissable, Azanov, Mhm. une figure du pouvoir corrompu. Il pense avoir tout sacrifié pour le coincer, mais il pourrait bien se tromper. Ah, ok. Et donc, quel est le fil rouge finalement entre les différents tomes du cycle des ombres? Alors, chaque tome peut se lire indépendamment, mais un fil rouge les relie effectivement. Donc, certains personnages, comme Hugo, bien sûr, mais aussi la thématique de l'ombre. Donc, dans l'Insane, Mhm. l'ombre est celle de Laura et sa personnalité toxique. Dans l'Obsession Azanov, c'est celle d'un criminel international qui se cache derrière des prête-noms pour échapper à la justice. Dans le troisième, ce sera l'ombre du passé pesant sur le présent. Chaque tome, on explore une nouvelle facette en quelque Ok, sorte. d'accord. On a hâte aussi de connaître le troisième tome. Euh, et justement, comment elle s'est construite, l'intrigue dans Obsession Azanov? Parce qu'il me semble, quand on en parlait l'année dernière, tu avais déjà en tête ce deuxième tome. Il me semble même que tu avais déjà commencé à l'écrire ou tu l'avais écrit. Alors, en réalité, au moment où débute l'écriture de l'Insane, je ne sais absolument pas que débute une aventure littéraire. Oui, Donc, mais par contre, au moment de sa réécriture, là, vraiment, l'idée de l'obsession Azanov a commencé à ok, germer. ok. Et donc c'est sûr que j'ai écrit en fait les premiers jets de l'Insane et de l'Obsession Asanov assez rapidement. Le premier jet de l'Obsession Asanov a suivi de quoi? À 2 mois, à deux Ok. mois d'intervalle. Donc, et après, la réécriture, ça s'est confirmé. Et donc, quand je réécris l'Insane, je sais qu'il y a une suite, enfin une suite. Je sais que je vais continuer à travailler autour de l'obsession qu'Hugo développe pour Oui. Asimov et en faire un roman. Donc, je le sais à ce moment-là. Mais l'intrigue, après, quand tu disais comment, en fait, ça a tout organisé un petit peu pour Mhm. ce deuxième tome, l'intrigue se déroule en 2016. Ouais, Et parce qu'en fait, ça se passe 3 années après finalement l'Insane. ouais. L'Insane, on a quelques indications de temps, très peu, mais un petit peu quand même. Mhm. Donc, c'est en 2012 si on est attentif. Donc, voilà. Donc, on est à la fin du 2012-2013. Donc, on était forcément sur 2016 pour Mhm. Obsession Azanov. Et je me suis servi en fait d'événements internationaux de cette année pour en donner le tempo. Et mon histoire, en fait, s'y entremêle pour renforcer l'immersion. Ok, d'accord. Donc, c'est une Et autre façon de monter un roman, finalement. exactement, oui, c'est ce que je vois. Et donc finalement, il y a quand même ce mot, hein, obsession, qui est Oui, central dans tes titres, enfin en tout cas dans tes intrigues. Donc l'insane abordait l'obsession de la réussite dans un contexte de dérèglement, hein, psychologique. On l'entend dans le mot l'insane. mhm, Ici, c'est obsession. Hein, obsession de la traque au niveau professionnel, un enquêteur bah, presque borderline, hein, quand même. C'est mhm. c'est un thème fascinant, l'obsession. Alors oui, complètement. L'obsession peut mener à des dérives telles que c'est passionnant de les Mhm. explorer. Donc, c'est même, je peux même dire que c'est un moteur de mes intrigues et finalement, c'est un autre fil rouge. Après tout, tu me parlais Ouais. de fil rouge, finalement, c'est aussi un fil rouge dans le cycle des ombres.
Toutefois, là, tu parlais de personnalité borderline. Euh, Hugo, on ne peut pas le qualifier de borderline du tout parce que, enfin, à mon sens, tu vois, il ne coche finalement que deux critères de cette personnalité-là. Mhm. Euh, Certes, le sentiment chronique de vide, hein, effectivement, il est présent chez Hugo. Ses relations interpersonnelles qui peuvent être un peu compliquées, bien qu'intenses, mais il n'est pas paranoïaque, il n'a pas de Oui. comportement suicidaire ou d'automutilation. Donc voilà, il n'est pas pour autant borderline, mais bon, il est bien torturé quand même. Ouais, je vois, il est plutôt dans ses névroses, mais pas encore Oui, c'est ça. dans un tableau de problèmes psychologiques ou de maladies mentales. Euh, Est-ce que, donc, dans ce contexte, quand même, il est particulier, donc, Hugo, est-ce qu'il t'a semblé qu'il t'échappait quelquefois, même qu'il aurait pu prendre des décisions que tu n'avais pas prévues en cours d'écriture? Alors, euh, j'avais une trame avant d'écrire donc ce Ouais. premier trait de l'obsession Asanov, mais je m'écarte en fait, j'ai cette trame, mais je m'écarte très souvent du chemin prévu. Et en fait, ce serait tentant de penser que c'est les personnages finalement qui décident de ces chemins de traverse un petit peu, mais en réalité, je reste toujours la maîtresse du jeu. Hmm. Et avec la relation qu'il avait avec Sarah, donc dans l'Insane, et puis qui se continue en filigrane dans ce tome, bon, on se rend compte qu'il y a eu un sabordage, hein, clairement. Bah alors là, j'imagine que c'est ta décision, ce sabordage. Oui, donc en fait, ben oui, ben Hugo, il est tellement pris par sa quête de justice qu'il se met en danger, et il met en danger sa vie sentimentale. Ouais. Donc son obsession de vérité le mène droit dans le mur. Donc c'est pas de son fait, Mhm. c'est le mien. Mais j'avais besoin de ce fiasco pour le faire évoluer dans sa façon d'appréhender son travail, d'appréhender sa vie. Et parfois, finalement, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Donc, Oui, oui, c'était. oui, bah, il a un bel arc narratif, ce Voilà, il a un personnage, bel arc hein, voilà. narratif. Mhm. Mm. Dans ton premier roman, donc l'intrigue se déroulait autour du personnage de Laura, hein. Hugo devait la comprendre sans jamais la rencontrer. Dans ce deuxième roman, donc là on est avec Azanov, c'est un trafiquant, il est tout aussi insaisissable. Pourtant, Hugo est revenu au centre de l'action. Donc il a fallu que tu rééquilibres ton écriture par rapport à ton personnage principal, j'imagine. Alors, dans la scène, pour revenir sur le personnage de Laura, Hugo, Hugo, il n'apparaît concrètement dans ce roman qu'à la seconde Mm, partie oui. de ce roman. Parce que, de par sa personnalité, Laura est au centre de toute l'intrigue, hein. Même quand Mhm, présente, elle est là, elle est omniprésente. Sa personnalité est tellement dérangeante, particulière, qu'elle prend toute la place en définitive. Et c'est le personnage principal, même quand elle est absente, elle est là. ouais. Elle peut être que là. Avec Azanov, c'est différent. Lui, il est insaisissable, mais pour d'autres raisons. C'est pas sa personnalité qui est insaisissable, c'est lui physiquement. Mm, mm, Et il est toujours dans l'ombre, finalement. Et c'est la traque obsessionnelle d'Hugo qui est au cœur de l'intrigue. Donc, de facto, Hugo revient en fait au centre de l'intrigue mhm, et est le personnage central de l'obsession Azanov. mm, mm, mm. Euh, dans le cadre de ce deuxième roman, on voit que tout est plus vaste, hein, puisqu'on se retrouve dans l'international. Hugo Scaralès, bah, il est à Interpol. On voyage dans plusieurs pays. Ça a modifié ta façon d'écrire et de construire tes scènes. Alors oui, forcément. Mhm, Dans l'Insane, si tu te souviens bien, on me mhm. suit dans des lieux qui me sont chers, parce que j'avais besoin de cette accroche pour être crédible dans mes descriptions. Dans l'Obsession Azanov, ben, j'ai dû faire des recherches importantes pour que justement mes scènes soient crédibles. Ce qui était plus du vécu, du sensible, il a fallu que je le recrée d'une autre manière. Donc Ouais, c'est forcément différent, une autre façon de construire mes scènes, oui, effectivement. ouais. Donc, tu as fait des recherches, mais c'est des endroits aussi que tu as visités? Alors, pas tous, non. Mhm, Mais j'ai une attache particulière avec chacun. Donc, mhm. j'ai une famille qui est très cosmopolite et j'ai un mari marin. Donc, D'accord. chaque fois, chaque lieu a, j'ai une attache particulière. Alors, c'est pas Ouais. forcément la même, hein. Parfois, c'est un endroit que j'aime particulièrement, Mhm, mais ça peut être aussi des liens familiaux. Ça peut mhm. être, par exemple, pour le Kazakhstan, j'ai mon beau-frère qui a travaillé un certain temps. D'accord.
qu'il a pu me donner énormément d'informations. Mhm. Donc voilà, c'est des choses. J'ai besoin d'être crédible dans ce que j'écris, donc j'ai besoin d'attache, Mhm. d'accroche. Donc je fais énormément de recherches, mais ce petit plus, voilà, toutes les anecdotes que mon beau-frère a pu me donner étaient très précieuses en Bah fait. Je oui. Mhm. donner cette crédibilité-là. Et donc tu connais les endroits de près ou de loin, il y a toujours, Voilà. Il y a toujours quelque toujours chose de... un Ouais, lien particulier avec chacun. Oui, ouais. même. Mm. Là, ce deuxième tome, il s'ancre davantage dans le polar procédural que psychologique, hein. Je Mhm. sais que tu accordes une grande importance au réalisme juridique et Ok. psychologique que tu insères dans tes livres. Donc là, on a un univers très codifié, hein, avec Interpol, les opérations transnationales. Bah, là, pareil, tu as dû faire des recherches, explorer ces nouveaux domaines. Oui. Comment tu as fait? Alors, tout à fait. Donc, j'ai voulu montrer certains aspects du fonctionnement d'Interpol parce que il est souvent déformé par le cinéma. Enfin, Mhm, c'est récurrent chaque fois. Moi, ça me rend folle. Donc, je me suis dit, bon, c'était l'opportunité ou jamais. Mais l'Obsession Azanov reste avant tout un roman et pas un manuel de procédure pénale internationale. mhm, Ça aurait été indigeste, mhm. je pense. Oui. Donc, et puis le côté géopolitique, j'adore la géopolitique et j'ai Mhm. pris beaucoup de plaisir à décortiquer certaines réalités. Donc, c'était des nouveaux domaines à explorer, mais des domaines dans lesquels j'avais quand même des incointances, enfin, Oui, des incointances ou alors des affinités particulières, bien sûr. Donc, c'était un d'accord. plaisir. Mais donc, en fait, tu as fait des recherches documentaires spécifiques, mais j'ai l'impression que tu t'y connais drôlement quand même en Interpol. Il y a autre chose derrière ça? Alors, bon, je ne peux pas dire ça non plus, mais j'ai eu la chance d'aller à Interpol pendant mes études de droit. Donc, Ok. j'ai fait mes études de droit à Lyon, hein. Le siège d'Interpol Mhm, est à Lyon. Donc, ce qui était pratique mhm. et très intéressant. Ouais. Et ça m'a aidé, en tout cas, j'ai eu la possibilité de voir ce que beaucoup ne peuvent pas voir. Donc, c'est sûr que c'est un plus. Mais au-delà, j'ai dû faire quand même énormément de recherches. Ouais. Je ne suis pas une spécialiste d'Interpol pour autant. Oui. Donc, je me suis appuyée sur des rapports de l'ONU pour tous les rapports, ou de l'UNESCO et d'Interpol en soi. Il Mhm, faut juste savoir où les chercher. Et pour l'aspect géopolitique du roman, me plonger dans l'histoire contemporaine de certains pays a été nécessaire. ouais. Mais comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'était encore très agréable. Beaucoup de plaisir. Oui. Donc en fait, là, je vois, c'est vraiment une nouvelle manière d'écrire parce que dans la première interview, tu évoquais une hypersensibilité qui t'aidait à écrire des émotions puissantes. Alors ce deuxième roman, est-ce qu'il t'a confronté à d'autres zones émotionnelles? Alors, oui, je me sers de mon hypersensibilité, de mon empathie pour aller chercher des émotions qui me permettent de retranscrire avec justesse celles ressenties par mes personnages. Mhm. Et du coup, de par la nature du roman de l'Obsession Azanov, c'est un peu différent. On n'est plus du tout dans le même. On est moins dans la Oui. psychologie comme dans l'Insan. Oui. Enfin, je décrivais vraiment les mécanismes de la perversion narcissique. Mhm. Et puis, du côté des victimes, en fait, cette descente en enfer un petit peu psychologique, Mhm. euh, où l'ego s'effondre, ou d'un coup. Donc, là, l'obsession Azanov est différent, mais en même temps, je dirais que Hugo, il est quand même tourmenté, complètement largué. Donc, Tout à fait. pour ressentir et décrire ce qu'il vit, j'ai dû quand même me glisser dans sa peau et c'était parfois lourd parce que c'est voilà. Mais c'était pas toujours très agréable d'être dans sa peau parce il est pas au mieux de sa forme, on va dire, le Non. pauvre Hugo. Mais le pire, finalement, ça a été de me décrire du point de vue des victimes de la traite humaine et chercher à ressentir leur désarroi, leur dégoût, leur terreur. Et c'était vraiment pas facile, mais c'était indispensable parce que finalement, je ne sais pas écrire autrement que de me mettre à la place de mes personnages pour raconter Ouais. ce qu'ils vivent. Mais c'est vrai que c'était moins. C'est quand même un roman qui est différent. Et c'est vrai que même ces passages-là où je parle de traite humaine, c'est pas aussi euh, euh, intensif, on va dire, que Mhm. se mettre dans la peau d'un personnage qui va évoluer sur plusieurs chapitres. Là, Ouais. ça aurait été, voilà, c'est très différent, effectivement. Mhm. Mais je me sers toujours de mon hypersensibilité quand même pour aller chercher au plus près les émotions dont j'ai besoin. Bah, écoute, là, tu en arrives à ton second roman. On imagine le second roman,
on se sent plus libre, moins de pression, on a déjà publié un premier. Bon, en plus, c'était vraiment un très bon accueil pour ton premier, pour l'Insan. Alors, comment tu t'es sentie? C'était plus facile ou au contraire, plus de pression Bah, c'est difficile. Enfin, en réalité, comme l'obsession Asanov n'est pas un copier-coller de l'Insan, hein, je n'utilise Mhm. pas ni la même construction, ni les mêmes ficelles, j'étais quand même très inquiète de la façon dont il serait Ok. reçu par mes lecteurs et par les critiques littéraires. Donc, j'écris pas de façon formatée, je raconte pas une histoire où il arrive, enfin, j'écris une histoire où il arrive justement des choses sans chercher à cocher des cases Mhm. d'un genre littéraire précis. Je me dis pas, allez, je vais écrire un roman psychologique ou enfin un Mhm. thriller psychologique où j'écris, je sais pas. Moi, mes personnages, il leur arrive des choses, pouf, ça coche certaines cases, pas d'autres. Donc voilà, donc tu te dis, bon, là, L'Obsession Azanov, c'est un roman, on peut plus le qualifier, on va dire, de roman noir, même si tu disais, voilà, c'est aussi un thriller judiciaire. Mhm. C'est aussi, on a l'impression que c'est un roman d'espionnage parfois. Enfin, Mhm. Tout à c'est fait. quelque chose qui est un peu hybride. Mais donc voilà, donc j'étais un peu inquiète de la façon dont il serait reçu, effectivement. Mhm. Donc, mais j'ai vite été rassurée. Donc, je Ouais. suis très contente de Parfait. l'avoir eu. Tu as peut-être eu des défis ou des plaisirs différents donc entre l'écriture de l'Insan et celle d'Obsession Azanov. Alors oui, forcément. Les Mhm. défis à relever étaient très différents finalement pour l'Insan. C'était de créer l'aura et d'en faire un personnage ultra réaliste. Pour l'obsession Azanov, bah, c'était plus de mêler mon intrigue à l'actualité de Mhm. Démocène avec naturel. Hein, de faire quelque chose qui soit, oui, qui coule, hein, qui s'insère Mhm. parfaitement et pour une immersion Mhm. Ouais, parfaite de mon lecteur. tout à fait. Donc, en un an, tu as appris des nouvelles techniques, hein, j'imagine, dans ton écriture. Tu as trouvé encore un peu plus ta voix d'autrice? Alors, je pense, oui, je pense que ma voix d'autrice s'est affirmée. Mhm. Un premier roman, c'est une première expérience, donc on tâtonne Mhm. aussi beaucoup. Mais je pense que mon écriture évolue sans cesse, en Mhm. fait, tout Oui. simplement. Mais au niveau de ma technique, bah, je dirais que maintenant, justement, je sais précisément comment aller chercher les émotions juste Ouais. au besoin, et quelles qu'elles soient d'ailleurs. C'est plus, en quelque sorte, c'est expérimental. Maintenant, je sais directement comment provoquer une émotion. Si j'ai besoin de cette émotion-là, je sais comment aller la chercher. Voilà, Mhm. et de façon efficace. Ouais. Donc, Efficace, plus rapide, on n'est plus dans voilà. l'expérimental ou des essais-erreurs, quoi. On Mm. essaie certaines choses. Mais bon, après, c'est vrai que l'INSAN a été réécrit un nombre incalculable de fois. Donc, l'écriture a aussi évolué au cours de ces réécritures. Oui. Donc, on n'a pas ma patte, on va dire, brute. Mhm. C'est voilà, quand l'Insan sort, ça fait 4 ans que je travaille sur ce roman. Donc, il a eu le temps de bien évoluer et d'être Mhm. abouti, hein. Ben oui, oui. Euh, C'est ça. Mais donc là, on en est au tome 2 du cycle des ombres. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver d'autres personnages de l'Insan et de l'obsession Azanov, comme par exemple donc Hugo Scaralès dans les prochains tomes? Oui, tout à fait. Ben, d'un tome à l'autre, certains personnages seront plus ou moins présents. Euh, et comme c'est un cycle, on peut s'attendre à revoir quasiment tout le monde d'ici le dernier tome. Ok, super. En boucle. Est-ce que tu as déjà eu des retours de lecteurs et peut-être des retours qui t'ont particulièrement marqué depuis la sortie de tes livres? Alors, j'ai reçu des chroniques très touchantes, Mhm. celle de Robert Leplana notamment. Ouais, Celle du Monde du Polar m'a presque déstabilisée, tant elle dissèque avec brio oui. mon travail, c'est bluffant. Mhm. Mais le retour qui m'a le plus ému est celui de Lionel Cosson. Mhm. Euh, il a particulièrement aimé l'obsession Azanov et Mhm. cette course effrénée d'Hugo, la géopolitique, Mhm. le personnage d'Hugo lui-même qu'il a trouvé d'une rare crédibilité. Mhm. Et il a été happé par l'intrigue. Moi, ça m'a vraiment touché. Et il conclut sa chronique en disant de l'obsession Azanov que c'est un polar qui se lit comme on dévale une pente à vélo, sans frein ni casque. Enfin, moi, ça m'a particulièrement touché. Enfin, c'est Oui, des mots c'est comme clair. ça et puis, bon, elle est magnifique. Enfin, sa chronique, enfin, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Mhm. touché.
Et grâce à son enthousiasme, bah, j'ai vraiment compris que j'avais réussi mon pari. Et puis d'autant plus, Lionel n'a pas lu l'Insanne. Donc, Ouais, plus, il m'a permis de valider le fait qu'on pouvait lire les tomes de mon cycle de façon de façon indépendante. séparée. Mhm. Voilà. Et donc, c'était aussi, bon voilà, donc j'ai compris que j'avais réussi mon pari. D'écrire des romans qui ont un fil rouge, mais tout en étant indépendants, mais aussi d'écrire des histoires haletantes et crédibles. Mhm. Ouais. Et toutes ces chroniques élogieuses de l'obsession Azanov se trouvent sur mon site d'auteur. Ah ben c'est extra, comme ça Donc, les lecteurs pourront aller les découvrir. Euh, exactement. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot, Marie, sur le troisième tome du cycle des ombres? Oui, alors ça sera un thriller, enfin c'est un thriller historique Oui, puisqu'il est en cours de correction. ok. Donc c'est un thriller historique dans lequel le poids du passé pèse sur chaque mot, sur chaque silence. Hmm. Et c'est encore une fois une quête de vérité, mais compliquée par les années qui nous séparent des faits. Ok, et ça donne envie aussi. Une autre façon Euh, d'explorer d'autres ombres, une autre façon d'explorer, Exactement, tu te renouvelles, hein, tu te voilà. renouvelles. Mhm. Oui, en fait, voilà, c'est un thriller historique, encore, voilà, c'est encore un thème, enfin, une autre façon de traiter le thriller en définitive. Ouais, c'est super. Je sais que tu t'investis dans différents groupes. Oui. Justement, quels sont tes projets pour les prochains mois? Alors, j'ai plusieurs Oui, projets en cours. Donc, bon, j'ai la traduction de l'Insan en anglais ok, qui est en cours. La correction du tome 3 comme je te disais, qui doit c'est ça. sortir en mai 2026. Donc, j'ai un peu de Mhm. temps, mais j'aime bien prendre de l'avance et pas être dans l'urgence. Mhm. J'aime bien travailler tranquillement. Oui, L'écriture du tome 4 qui me titille déjà, parce que, l'air de rien, il faut que les histoires soient posées, hein. À un moment, ça monte, oui, il me faut poser mes histoires à un moment j'irai sur le papier, même si j'utilise ouais. des pinceaux, mais donc voilà. Mais il y a aussi un projet collectif qui me tient particulièrement à cœur, Mhm. un recueil caritatif initié par Sonia Carmen et au profit d'Enfants de la Terre, Ok, l'association que Yannick Noah a créée il y a quelques années. ok, Et oui, il y a quelques années, dans les années 90, fin des années 90. Donc ce recueil sortira le 1er novembre et il s'appelle Des histoires complètement dindes. ok. Et nous sommes 17 auteurs et une chroniqueuse, Marie Loisel, à y avoir participé. Et Julie Marchand, notre illustratrice, a fait un travail remarquable. Oh, bah, Donc, ça a l'air vraiment bien. J'espère qu'on pourra en parler très bientôt au moment de sa sortie. avec grand plaisir. Est-ce que tu as une actualité pour les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être des salons, des dédicaces ou des interviews là où les lecteurs pourraient venir te rencontrer? Alors, en septembre, une longue interview me sera consacrée sur Air Show Radio, Ok, ainsi que sur Chéri Radio en rediffusion. d'accord. Tout ça à l'initiative de Jessica Martinasso. Euh, Mhm. Sinon, bon, côté salon, j'ai dû les annuler cet été à cause d'un souci de santé, hein. J'ai Ok, eu une rupture de la rétine à l'œil gauche, donc oh, ok, ça a compliqué un petit peu bien ma sûr, oui. vie, on va dire, d'auteur. Mhm. Bien sûr, Mais oui. je reviens le 7 novembre à la librairie du Pinseret à Poissy, en région parisienne, justement D'accord. pour dédicacer des histoires complètement dindes en compagnie de plusieurs auteurs et de notre illustratrice. Donc, ça sera un très beau moment en perspective. Oh, oui, il y aura beaucoup de monde et on pourra donc te Oui, je rencontrer crois, sur place. 10 auteurs, je crois, 10 auteurs au moins seront présents, plus donc Marie Loisel et Julie. Donc, ça sera un Parfait. moment. On se Bon, rencontrera pour la première fois, donc ça risque d'être un moment de grande émotion aussi. oui, c'est extra, ça, c'est vraiment bien, surtout que bon, les auteurs viennent partout dans le monde, Oui, et puis là, c'est un projet international également, hein. bien sûr. Donc c'est vraiment génial. Oui, Écoute, Marie, je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée cette année. Je suis ravie de t'avoir reçue dans ce podcast. bah, merci à toi, Nelly. Je t'en prie. Plaisir. J'invite maintenant les auditeurs à retrouver en commentaire les liens vers tes réseaux sociaux et les points d'achat de tes livres. Et puis n'oubliez pas, pour faire connaître le podcast Un livre, une voix, il faut mettre des étoiles, le partager et vous abonner sur YouTube et également sur Spotify. Je vous dis à bientôt. Au revoir.